En général, nous n'aurions pas été surpris si le S&P 500 avait atteint son plus haut sur un an le 29 décembre 2017. Rick, merci de nous avoir rejoints en ligne. Merci de me recevoir, Jessica. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur le récent rebond du marché boursier japonais. Après avoir effectué une analyse macroéconomique, vous recommandez aux investisseurs d'augmenter leur exposition à ce marché de 39%. Alors, quelles sont les données qui laissent entrevoir un bon rendement ? Notre approche vis-à-vis du marché diffère de celle qu'adoptent la plupart des gens. Nous analysons les fondamentaux macroéconomiques. En parlant de la structure du prix, nous sommes d'avis que le degré de corrélation entre le cours de l'action et les fondamentaux macroéconomiques ne représente que 50%. Les 50% restants n'ont rien à voir avec les fondamentaux. En revanche, ils ont tout à voir avec la mentalité des investisseurs, leur comportement, le timing et certains aspects techniques. Je tiens toutefois à préciser qu'il y a un grand nombre de facteurs supplémentaires dépassant le cadre des fondamentaux typiques qui entrent en jeu. C'est notamment sur ces éléments que nous nous concentrons. Nous laissons les analystes fondamentaux faire leur travail et puis nous analysons le reste des facteurs influençant la prise de décision chez les investisseurs ainsi que leur positionnement, qu'ils parient à la hausse ou à la baisse. Fantastique. Quel genre de données analysez-vous pour réaliser un bon rendement, surtout dans ce contexte de faible volatilité ? Il est vrai que la volatilité est actuellement très faible dans toutes les classes d'actifs. Les marchés obligataires sont en stagnation. Bien que les marchés actions progressent, ils affichent une volatilité très basse. Le marché des changes est également très calme. Idem pour le marché des matières premières. Le 31 octobre 2017, nous avons enregistré un rendement réel de 39% en comparaison annuelle. Pour réaliser un bon rendement, il est nécessaire d'intégrer la finance comportementale dans la structure du marché. Cela affecte notre façon d'interpréter les données. De plus en plus d'investisseurs prétendent être des experts en finance comportementale tout simplement parce qu'ils ont lu 1 ou 2 livres sur ce sujet. Ce sujet est vraiment populaire à Wall Street de nos jours. D'ailleurs, le prix Nobel d'économie a récemment été délivré aux pionniers de l'économie comportementale. J'ai consacré 20 ans à l'étude de la finance comportementale. J'ai écrit plusieurs articles à ce sujet. Comme vous pouvez le deviner, c'était bien avant que cette discipline n'obtienne le nom de finance comportementale. J'ai réussi à intégrer la psychologie dans la façon dont nous interprétons les fluctuations du marché. Grâce à cette approche, nous n'avons eu de cesse d'obtenir de bons résultats. Le rendement que nous avons pu réaliser l'année dernière est principalement attribuable à cette méthode. D'ailleurs, je ne parle pas de quelques heureux gagnants. Rien que l'an dernier, nous avons reçu 32 recommandations officielles. Je pense qu'il s'agit d'un résultat tout à fait impressionnant. Nous cherchons avant tout à déterminer les points extrêmes des fluctuations du marché. Nous essayons de comprendre à quel moment il vaut mieux vendre et acheter, ainsi qu'à quel moment il faut changer de position. Il nous est arrivé de saisir le moment exact où le marché se situait à son plus haut. Par exemple, en septembre, nous avons réussi à vendre 50% de l'or que nous avions dans nos portefeuilles gérés à un prix maximal. Ce prix a dépassé le plus haut record de clôture enregistré en 2017. Pour résumer, nous faisons tout notre possible pour choisir le meilleur prix et pour augmenter le rendement de nos portefeuilles. À en juger d'après nos résultats de l'année dernière, notre méthode peut être jugée très efficace. Ce n'est pas la première fois qu'elle porte ses fruits. Nous pratiquons cette approche depuis de nombreuses années. L'un des investissements les plus rentables en 2017 a été l'investissement dans l'indice S&P 500. Que pouvez-vous dire sur la performance de cet indice à la fin de l'année ? Il est vrai que le S&P 500 a connu une croissance spectaculaire l'année dernière. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à l'heure actuelle, les investisseurs considèrent un déclin de 5% comme une opportunité d'achat. À notre avis, même un glissement de 3% présente certaines opportunités. Ce marché n'a eu de cesse de progresser tout au long de l'année. Le 3 janvier 2017, soit le premier jour de trading de l'année, le S&P 500 se situait aux alentours de la barre de 2240. Ce jour-là, le S&P 500 a progressé de 10 points. Vu ce qui précède, nous n'aurions pas été surpris si le S&P 500 avait atteint son plus haut sur un an le 29 décembre 2017.
Il est à noter que cet indice a toutes les chances d'atteindre son nouveau plus haut de l'année dans un proche avenir. Certaines personnes laissent présager une prise de profit. Pourtant, je pense que l'indice n'a pas encore épuisé son potentiel de hausse et qu'il devrait poursuivre sa progression dans le futur. D'accord, Rick, que pouvez-vous dire sur les perspectives de l'or? Avez-vous des prévisions optimistes sur ce marché? En regardant le graphique de l'évolution de l'or, nous voyons une tendance haussière à long terme. Nous avons observé quelques baisses de courte durée, pourtant nous sommes toujours restés en dessus de la ligne de tendance haussière. L'or a grimpé vers la barre de 1300 au cours de l'été. Bien que nous ayons adopté une position longue sur l'or, nous étions sceptiques par rapport à la possibilité d'une cassure à la hausse, tout simplement en raison d'une configuration triangulaire à long terme. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons réussi à vendre de l'or à un prix maximal. Depuis lors, le cours de l'or a reculé de près de $100. Fin novembre, l'or se négociait près du niveau de 1285. Le contexte actuel laisse envisager un léger repli. À notre avis, le prix de l'or devrait se maintenir au sein d'une fourchette comprise entre 1260 et $1320 dans un proche avenir. Nous ne prévoyons pas de fluctuations majeures dans l'or au début de 2018. Pour ce qui est des perspectives à long terme, tout porte à croire que le cours de l'or pourra dépasser la fourchette susmentionnée. Fantastique. Rick, tous mes remerciements pour votre participation. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Merci Jessica. C'est tout pour le moment. Votre avis compte. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV.